Les derniers événements du Burundi nous amènent à croire que ce pays est toujours en guerre. Eh bien, détrompez-vous, il n'y a pas si longtemps, on l'appelait la Suisse africaine. Et en voici la preuve dans cette deuxième partie. On est loin de se douter que plus tard, ils vont s'entretuer. Le Burundi n'étant pas en bord de mer, il possède malgré tout, sur toute sa partie sud-ouest, un magnifique lac réputé pour sa très grande profondeur. Un accueil chaleureux nous attendait. Prévenus par les tam-tams, les Agasimbo, danseurs acrobates, nous ont surpris par leur souplesse et par leur gentillesse. Oui, les tam-tams, j'exagère peut-être un petit peu. Mais enfin, ils nous attendaient. Nous sommes au bord du lac Tanganyika, l'un des plus profonds du monde. 1470 mètres de fond. Sa superficie est de 42 000 km². Il est bordé à l'ouest par le Zaïre, à l'est par la Tanzanie et le Burundi. Ce dernier possède environ 140 km de côte. Ses habitants sont très courageux, la preuve. Regardez ces trois cyclones, au fond, ça ne les dérange pas. La pêche dans le lac Tanganyika semble être une activité pratiquée depuis fort longtemps. Mais celle-ci était sous-exploitée. Et c'était dommage quand on sait que le Burundi se situe au cœur d'une des régions les plus peuplées d'Afrique. Ces enfants se dépêchent d'aller voir les Agasimbo qu'ils ont dû entendre de loin. Trop tard. Faut dire que la danse donne soif. N'est-il pas sympathique? Mais revenons à notre histoire. Les prises de pêche étaient si peu abondantes que les premiers explorateurs découvrant le lac dans la deuxième moitié du XIXe siècle conclurent à une certaine pauvreté de celui-ci. Là, ce sont des bananes qui servent de légumes. Ça a le goût de la pomme de terre. Ça va très bien avec le poisson, ainsi qu'avec le canard.
basangi ibikorwa n'ibirungo basangi uruhinde n'amarira basangi ibikorwa n'ibirungo basangi uruhinde n'amarira. Il fallut attendre les premières missions belges en 1946 pour que soit révélé le réel potentiel biologique du lac et pour que soient entrepris les premiers efforts du développement de la pêche. Et oui, l'union fait la force. Et la marmite aussi. Nous quittons maintenant la pêche et remontons vers Bujumbura, la capitale du Burundi. Nous croisons des lavandières burundaises, des rivières, et continuons à longer le lac Tanganyika. Et là, très discrètement, nous observons ces enfants qui essayent de s'amuser avec une mini pirogue. Ce magnifique gîte où les habitants de Bujumbura viennent passer leur week-end se nomme Recha. Et leur plus grand plaisir est de jouer avec ces petits singes des forêts voisines, plus communément appelés singes verts. Je tiens à préciser que nous ne sommes ni dans un zoo, ni dans une réserve, et encore moins dans un stockage de cervelles pour le restaurant. Voici maintenant une petite expérience pour savoir jusqu'à quel point ils sont sans complexe. Eh bien oui, ils sont vraiment sans complexe.
C'est trop tard. Et le pique-nique s'organise. Petit, viens, petit. Ah, là ça marche. Mais oui, il n'y a pas que du vert chez eux. Il y a aussi des parties bleues. Yongwe igomba kujya Yongwe ewe rubaba Yongwe iye gusenya sanga yangura abandi Yongwe iye kuvoma sanga yangura abandi Yongwe ewe rubaba yabandi rubaba ewe rubaba. Ceci est la fabrication artisanale d'huile de palme. De grandes plantations s'étendent sur plusieurs kilomètres carrés. Je précise qu'une usine plus moderne existe au Burundi. Inge mande mbere mande nkweke mbere nakagatabi nonye nari nakwaje iwo Samanya ngotera moro iyo manzi waraye gamwana wami iyo manzi waraye gamwana iyo manzi waraye iyo manzi waraye gamwana. Sur les montagnes du Burundi s'étendent d'immenses champs de thé à la lisière des forêts. Ces grandes hottes de Père Noël, très pratiques pour leur volume et leur légèreté, n'ont pas besoin d'attendre l'automne pour se remplir de feuilles.
sommes ici à Teza, plus de 2600 mètres d'altitude. L'introduction de la culture du thé récente au Burundi date d'environ une vingtaine d'années. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Le thé demande un climat assez frais, 15 à 17 degrés, en même temps que très humide. Le thé a été planté suivant les courbes de niveau et les alignements courts à flanc de colline. Les arbustes ne dépassent pas 1 mètre de hauteur et sont taillés de façon à ce que les feuillages supérieurs constituent une table où les doigts agiles des récolteurs et récolteuses cueillent les pousses tendres du thé. La verdure éternelle. Elle repousse quelques semaines après. Le panier plein, il passe à la pesée. Une petite vérification s'impose. Un caillou égaré, ça prend du poids. Les feuilles sont ensuite réceptionnées dans cette usine moderne qui assure la transformation et la commercialisation. Il les étale sur des auges de fétrissage pendant environ 20 heures pour leur faire perdre 30% d'humidité. Cela permet un usinage plus facile. Après une autre petite pesée, les feuilles passent dans les macéreuses. Ce sont des machines à couteau tournant rotatif pour que celles-ci ressortent hachées.
le thé est encore vert, il passe ensuite 1h30 dans une fermenteuse et en ressort brun. On appelle cet appareil le séchoir à lit fluidisé. L'air chaud qui traverse un tamis où repose le thé qui avance lentement permet de le sécher pour passer à l'opération suivante. La salle de triage pour la grosseur des grains. Cela permet de choisir un thé de première ligne réservé pour le marché des Anglais et un thé de seconde ligne pour celui du Kenya. Allez. Et nous terminerons par la dégustation. Le petit marché de Bukarama. Il m'a fait peur. Ces artisans menuisiers ont beaucoup de courage. Faire des planches à la main, quelle patience. Mais ils n'ont pas que les bras, ils ont aussi la tête. Eh oui, la saison des pluies existe aussi au Burundi. Et ce nouveau barrage de Rwegura, construit depuis environ 2 ans, faisant la fierté des autorités, accepte avec plaisir ces averses qui décuplent sa puissance pour mieux éclairer la région de Kayanza. Mais le soleil revient, ses habitants sont heureux, le barrage aussi, les oiseaux chantent. Le paysage se caractérise par l'extrême dispersion de ses habitations. Et les Barundi vivent de l'agriculture à 90%.
Les jeunes de moins de 18 ans représentent presque la moitié de la population. Et bien sûr, il faut travailler. Quand ils ne sont pas au champ, ils sont au marché. Cette farine de manioc les aide à vivre, ainsi que cette huile de palme. La monnaie du Burundi est le franc-bou. Il faut reconnaître qu'elle n'a pas beaucoup de valeur. Sur le parcours, nous trouvions des femmes consentantes à être filmées, mais par contre d'autres d'autres refusaient de coopérer. Mais notre guide était là, il nous a suivis tout le long du parcours et il essayait de décontracter en buvant de la bière de sorgho cette femme qui riait beaucoup. Et nous continuons notre chemin vers le nord du pays, où les machines à laver se font rares. Mais l'eau ne manque pas. Un petit renseignement passant n'a fait de mal à personne. Et la curiosité nous a poussés à nous rendre dans une petite famille burundaise. Il est bizarre ce chien de garde. Le Burundi est un pays extrêmement peuplé. Il possède actuellement environ 5 millions d'habitants sur 27 800 km², ce qui donne une moyenne de 180 habitants au kilomètre carré. Cette jeune fille ne se doute pas qu'à côté, le pays voisin, la Tanzanie, n'en possède que 20 au km² et que l'autre côté, le Zaïre, 13 au km². Une croissance très rapide quand on sait qu'il n'était que 1 710 000 en 1949 et qu'actuellement ils sont 5 millions. D'ailleurs, tous ces enfants prennent des forces pour augmenter leur score.
Ce n'est pas parce que nous montons dans le nord du Burundi que la pluie s'est mise à tomber. Ce n'est pas ça. C'est tout simplement parce que nous sommes en plein mois d'avril. Et que la saison des pluies tombe entre février et mai. Voilà, c'est pas de chance. Viendra ensuite la saison sèche, la grande saison sèche. Les récoltes commenceront à mûrir et le vent soufflera du sud. Une autre petite saison des pluies viendra ensuite entre septembre et décembre, suivie d'une autre petite saison sèche. Ce sont les pluies qui nuancent les rythmes de la vie rurale. Mais au Burundi, il n'y a pas que le lac Tanganyika. De nombreux lacs dans le nord existent aussi. Là, nous demandons où se trouve le piroguier qui nous emmènera sur l'un de ces lacs. Celui-ci est le lac de Rwirinda, à côté de Kirundo. Comme ces enfants n'ont pas l'eau courante chez eux, ce sont eux qui courent à l'eau. Vous ne trouvez pas que c'est un peu triste? Qu'est-ce qu'il lui trouve à mon assistante? Ceci était l'ancien modèle pour aller sur le lac. Ces enfants nous montrent la méthode pour se protéger de la pluie. Je vous prie de croire que cette cruche d'eau est un bon remède pour la colonne vertébrale. Et après une bonne nuit de repos, nous sommes revenus le lendemain sur le lac pour s'aventurer dans une pirogue dernier modèle. Vous saviez que le double de mon assistante, c'était ma femme? Le Burundi se trouvant juste sous l'équateur, ces lacs sont des endroits rêvés pour nos oiseaux migrateurs.
waje. Cette merveilleuse petite île que nous contournons restera pour nous mystérieuse, car nous l'avons respectée. Et pour cause, elle était trop touffue. Mais puisque le silence est d'or, et que cette île est un bijou, suivons ce sage proverbe et écoutons. Il nous dit tout. Ukati twinjira hariya aho twama duca sawa.
나가탕서 비자기. Observez bien la précision du tir sur le canard. Touché. Quelques présentations. Notre guide, notre chauffeur, et puis ma femme, bien entendu. Les Intore, grands danseurs guerriers dont la tradition fut conservée pendant des centaines d'années. Le Burundi est un vieux royaume dont l'origine remonte au XVIe siècle. Il comprenait seulement une partie du plateau central et ce n'est que vers 1800 que le Burundi se fixa dans les limites proches des frontières actuelles. La monarchie était fort hiérarchisée, avec à la tête le roi, propriétaire éminent de toutes les terres du pays.
Pour les grains de café, nous verrons plus tard. Le roi régnait en maître absolu. Puis venaient les chefs, souvent choisis parmi les fils de la famille élargie du roi, relayés par les sous-chefs qui assuraient le contact direct avec les sujets. Le royaume du Burundi connut bien des vicissitudes au cours de son histoire. Il fut provoqué à la fois par des conflits intérieurs dus à des différends entre les membres des grandes familles et par des périls extérieurs. Elle a mis les mains. Les premiers dangers extérieurs vinrent du Rwanda, puis des esclavagistes du Zanzibar, qui ne parvinrent jamais à prendre la formidable forteresse que constituaient le Burundi et ses montagnes, et furent chaque fois repoussés. De la sorte, le Burundi est un des rares pays du continent à n'avoir pas subi la ponction négrière. Mais il ne put résister à la fin du XIXe siècle à la conquête coloniale. C'est donc à partir de 1896 que les Allemands investissent le pays. Après de sanglantes péripéties, le roi Mwizi se soumit à l'Allemagne lors du traité de Kiganda, signé en 1903. Mais la défaite du Reich en 1918 fait tomber le Burundi dans la mouvance coloniale belge. En 1923, la Société des Nations donne mandat à la Belgique pour administrer le Burundi, qui devient en fait en 1925 un territoire de l'immense Congo, regroupé avec le Rwanda sous l'appellation Rwanda-Urundi. Après la Seconde Guerre mondiale, l'ONU, prenant le relais de la Société des Nations, place le Burundi, toujours couplé avec le Rwanda, sous la tutelle des Belges jusqu'au 1er juillet 1962, date à laquelle fut proclamée l'indépendance. La colonisation avait conservé les structures héritées de la royauté et celle-ci put être rétablie. La monarchie restaurée dura 4 ans.
Puis, le Burundi devint une république le 28 novembre 1966. Garde à mon commandement. Faux!